Alors, bonjour, j'attendais qu'on tombe sur les 100 pour commencer, alors c'est fait. Donc, bienvenue au Midi Conférence. Je m'appelle Hélène Landry, je suis la conseillère à la direction de l'intégration linguistique et de l'éducation interculturelle au ministère de l'Éducation. Au nom de mes collègues et de toutes les personnes qui collaborent à ce projet, je vous souhaite la bienvenue au Midi-Conférence. Les Midi-Conférences se veulent de courtes formations permettant d'aborder diverses thématiques en lien avec l'accueil et l'intégration des élèves immigrants à l'école. Donc, merci beaucoup à tous de partager votre heure de dîner avec nous. Au moins, il fait un peu moins soleil que les derniers jours, donc c'est peut-être moins dommage de manquer ce dîner. Le ministère est l'hôte de cette activité et notre intention est avec cette présentation c'est de faciliter l'accès à la formation continue, de partager l'expertise et de proposer au réseau scolaire un espace servant à réunir le personnel qui s'intéresse à l'accueil et l'intégration des élèves immigrants, notamment les personnes qui offrent du soutien à l'apprentissage du français ou qui accueillent dans leur classe un élève immigrant pour la première fois. Il est important de souligner que ces conférences sont conçues comme des capsules d'initiation d'intérêt général, notamment pour du nouveau personnel. Alors aujourd'hui, nous pencherons sur l'intelligence artificielle en classe de langue. On va explorer les opportunités, les risques et discuter des nouvelles pratiques avec Jérémy Sérard. Je vous le présente sans plus tarder. Jérémy Sérard est un professeur titulaire à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa où il se spécialise dans l'enseignement des langues et les dynamiques de socialisation langagière en contexte plurilingue. Ses recherches portent sur les programmes d'immersion, le développement de la bilittératie, ainsi que les pratiques d'écriture en environnement numérique. Titulaire depuis 2024 de la chaire de recherche en apprentissage des langues médiatisées par les technologies et l'intelligence artificielle de l'ILOP. Donc, je vous laisse présenter et je vous souhaite une bonne midi-conférence. Notez que l'enregistrement est déjà débuté, donc si vous ne souhaitez pas être enregistré, vous pouvez désactiver votre caméra. Puis pour les autres, vous pouvez la laisser ouverte là, afin de permettre de voir votre non-verbal. Donc, merci beaucoup, Madame Landry. Bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Voilà. Et ça me fait un grand plaisir de pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à remercier justement ceux qui ont organisé cette occasion pour moi de pouvoir interagir avec vous. On a un peu de temps, pas beaucoup, mais j'espère pouvoir aujourd'hui lancer cette discussion avec un retour justement sur les opportunités, les risques et les nouvelles pratiques en enseignement des langues additionnelles, en se concentrant justement sur cette nouvelle technologie qui fait tant parler. Depuis maintenant presque 2 ans et demi déjà, si vous êtes comme moi, vous vous rappelez peut-être, je vais bouger ceci de où vous étiez quand a été lancé ChatGPT 3.5. C'est le premier grand modèle d'IA générative basé sur un dialogueur avec cette interface conversationnelle qui permettait, même si ce n'est pas vraiment des nouvelles technologies, mais à l'époque, ce qui était nouveau, c'était que le public pouvait interagir avec ces grands modèles de langue qui permettaient de vraiment toucher à l'intelligence artificielle pour le grand public. Et on a vu une utilisation record en fait de cet outil qui ensuite a été bien sûr rejoint par d'autres. Et il y en a de plus en plus tous les jours qui touchent nos vies. Ce qui est intéressant, c'est que on peut appeler ça un peu une technologie d'arrivée. Une technologie d'arrivée, c'est-à-dire pas dans le sens que c'est pas une technologie qu'on va peut-être pouvoir choisir d'adopter ou pas. On peut bien sûr la résister, mais il y a quelque chose de très puissant et on le sent de plus en plus un peu inévitable avec cela parce que ça apparaît partout. C'était déjà un peu dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, mais là on le voit de plus en plus transformer les sphères publiques et privées. Encore une fois, c'est le fruit de ces technologies, les réseaux neuronaux, l'apprentissage automatique, les grands ordinateurs. Mais il y a une évolution constante. Et des fois, j'ai mis l'image ici du petit bonhomme avec le raz-de-marée parce qu'on a un peu l'impression d'être. C'est comme ça que je me sens des fois. On voit ce truc arriver, puis on n'est pas toujours certain de qu'est-ce que ça va faire, même si on sent toute la puissance de ce truc-là qui est en train de transformer notre relation aux machines, au monde numérique, même à nous-mêmes, et avec une influence qui s'étend à tous les domaines, la politique, les affaires et bien sûr l'éducation des langues. Euh,
Ce qui est intéressant, je pense, c'est de revenir un peu sur pourquoi il y aurait eu 1 million de gens qui se seraient, qui se seraient inscrits et qui utilisent ça en quelques jours quand ça a été lancé. C'est vrai que c'est une première dans l'histoire de l'interaction humain-machine. On avait jusqu'à maintenant toujours eu avec le numérique des machines qui peuvent faire des trucs assez impressionnants, mais c'était surtout du traitement, rechercher, retrouver des informations. Mais avec les grands modèles de langue, ce qu'on voit pour la première fois, c'est la capacité de générer ou de créer quelque chose qui est plus ou moins nouveau, parce que c'est bien sûr à base de données d'entraînement, mais un nouveau texte, une nouvelle image, un nouveau code, quelque chose qui n'existait pas complètement ou qui a été en fait généré par la machine en fonction de ces données d'entraînement et de la requête qu'on a donnée. De plus, il y a encore une fois cette simulation d'un vrai dialogue, l'imitation, pour revenir à l'expression d'Alan Turing, le papa de l'intelligence artificielle comme concept dans les années 50, qui avait parlé du fameux jeu de l'imitation. Et il avait écrit cet article qui disait on va probablement pas pouvoir reproduire l'intelligence humaine avec une machine, mais on pourrait certainement l'imiter. Et on voit clairement que pour la première fois, on voit des dialogues qui donnent l'impression d'une réelle conversation. Vous avez peut-être déjà tous entendu parler de ces individus qui parlent de développer une relation avec leur outil de conversation générationnelle parce que la conversation est tellement bluffante. Moi, en tant qu'enseignant, ça m'a beaucoup rappelé mes premières expériences avec Netscape. J'étais beaucoup plus jeune, mais je me rappelle avoir pour la première fois pitonné dans le laboratoire d'ordinateur les Trois Mousquetaires et envoyé apparaître l'image des Trois Mousquetaires, le texte des Trois Mousquetaires. Et en tant qu'enseignant de français dans une région minoritaire, j'avais tout de suite pressenti, oh, ça va changer les choses. Mais en même temps, on n'était pas sûr de comment ça allait vraiment changer les choses. Mais on est un peu dans la même dynamique avec cette intelligence artificielle qui évolue constamment. On parle maintenant d'intelligence artificielle agentive, donc elle pourra pas juste dialoguer, mais pouvoir faire des choses dans le monde. Viendra le jour où il y aura des robots, etc. Mais c'est là où on est en ce moment. Où en sommes-nous en tant qu'éducateurs? Moi, je pense que c'est intéressant. J'ai un collègue ici à l'Institut des langues officielles du bilinguisme qui avait présenté cette image d'individus qui faisaient la course. Et il y a eu un sondage qui parle de l'adoption de ces outils par des enseignants de langue. Et le sondage montrait qu'il y en avait à peu près 62% qui n'utilisaient pas du tout une intelligence artificielle, 38% l'utilisaient. C'était encore un petit peu bas. Mais ça reflète, je pense, ce que l'on voit, c'est-à-dire qu'on pressent que les étudiants sont un peu en avance de nous en tant qu'éducateurs, et peut-être même les administrateurs, eux, sont derrière nous, et ça dépend de la relation. Mais après, ça dépend comment on définit adopter l'IA dans son enseignement. Mais il y a quand même une certaine inquiétude sur qui l'utilise, comment on l'utilise, est-ce qu'il l'utilise bien. Et cette idée de devoir rattraper un peu ce que font nos étudiants qui sont souvent en première ligne. Mais on n'est pas trop derrière. Et moi, bien sûr, mon souhait serait qu'il faudrait inverser la vapeur un petit peu. Il y avait une recherche très intéressante qui montrait que même si on voit beaucoup, beaucoup dans les médias, dans les nouvelles, de trucs sur l'intelligence artificielle, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est l'histoire des étudiants qui trichent ou les étudiants qui n'apprennent plus, qui sont des sujets importants. Et, je ne dis pas le contraire. Mais ce qui était intéressant, c'est que dans 75% des études examinées par J et collaborateurs en 2023, ce qu'on voyait, c'est que le rôle des enseignants de langue restait complètement flou, soit minimal, soit complètement occulté. Et autrement dit, on parle beaucoup des étudiants, mais on ne parle pas beaucoup des étudiants avec les enseignants et les enseignants. Et pour moi, c'est problématique parce que on sait que ce sont des outils qui ne sont pas parfaits. Et il y avait eu, dès les débuts de la sortie de ces outils, des documents de l'UNESCO qui expliquaient, par exemple, avec des petits organigrammes, comment doit-on utiliser. Et ça, il y avait, par exemple, est-ce que la question que tu vas poser, ça fait une différence, la réponse, pardon. Euh, Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que tu as besoin d'avoir confiance au résultat? Si on dit oui, as-tu l'expertise pour pouvoir valider le résultat? Si on dit non, on ne devrait pas utiliser l'intelligence artificielle. Donc, sachant que les outils peuvent halluciner et qu'ils peuvent
qu'il faut toujours valider, c'est vrai qu'à ce moment-là, pour des apprenants de langue, on pourrait se dire, bah, ils ne sont pas vraiment bien placés pour pouvoir les utiliser. Mais qui a l'expertise pour valider? Bah, c'est nous, les enseignants de langue. Et donc, je pense qu'on devrait en fait mieux mettre l'accent sur le rôle que l'on peut jouer parce que s'ils n'ont pas l'expertise, on pourrait rajouter dans ce petit organigramme, peux-tu travailler avec un enseignant qui a cette expertise? Alors oui, tu pourrais à ce moment-là peut-être utiliser l'outil. Donc, c'est un changement de cap qui est proposé. Oui, on peut parler des défis en ce qui concerne l'intégrité académique et les étudiants qui s'en servent pour tricher, c'est une réalité. Quoique je pense que dans la vraie vie, ce qui se passe, c'est qu'on voit que les étudiants, tout comme les enseignants, s'en servent pour toutes sortes d'utilisations, y compris des utilisations qui sont souvent stratégiques, intelligentes, et donc ne vont pas se limiter à simplement faire du copier-coller. Et donc, moi, je suis de ceux qui parlent, qui sont pour une IA générative pour l'apprentissage. Et je pense que l'objectif réel pardon, devrait être de travailler avec les apprenants pour les apprendre à s'en servir et de ne pas jouer à l'autruche, parce qu'encore une fois, la vague est là. Il est beaucoup mieux de pouvoir apprendre à l'utiliser et montrer aux étudiants comment l'utiliser que de faire semblant que ce n'est pas là. Euh, donc, l'image que j'aime bien des fois montrer à mes collègues, c'est cette idée de surfer, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le plaisir de faire cela. C'est pas facile, c'est même assez difficile, mais avec l'idée que cette vague arrive, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. L'idée, c'est de ne pas se retrouver sous la vague ou de se retrouver emporté, mais bien plutôt d'essayer de maintenir un certain contrôle, faire preuve de prudence et trouver l'équilibre entre ce qu'on va pouvoir faire avec. Et là, encore une fois, si vous l'avez déjà expérimenté, c'est génial. Si vous ne l'avez pas fait, je propose qu'il faut justement que les enseignants fassent de l'expérimentation tout seul au début, parce que comment est-ce qu'on va pouvoir montrer aux étudiants comment surfer si on ne sait pas le faire nous-mêmes? C'est partager des découvertes entre nous, c'est reconnaître notre rôle privilégié en tant qu'enseignant. Souvent avec les parents, on va être les premiers guides, surtout pour les plus jeunes, à l'instar d'autres littératies pour les guider justement dans cette vague. Et ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir développer notre littératie de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre justement les opportunités et les risques et justement comprendre comment ça marche. Parce que bien sûr, ça ne reste qu'un outil et l'intelligence doit rester avec nous. C'est pas la machine qui décide, c'est nous qui allons décider. Cette notion d'intelligence artificielle et de littératie a été développée de plus en plus. C'est pas juste la technique. Je vais montrer dans pas très longtemps quelques exemples de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle pour accompagner des nouveaux arrivants. Mais ce qui est important, c'est aussi ses compétences en ce qui concerne les savoirs, les savoir-faire, plus fondamentaux, je dirais, par rapport à qu'est-ce que c'est l'IA, qu'est-ce que ce n'est pas, c'est quoi les enjeux éthiques, la vie privée, les biais algorithmiques, comment reconnaître l'importance des données d'entraînement, comment valider, reconnaître la dimension humaine qui est derrière, devant, dans l'écran même. Derrière l'écran, c'est-à-dire qu'on sait que c'est une machine, mais la machine a été créée par des humains. Les humains avaient des intérêts. Souvent, c'est des intérêts financiers. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Là, je recommande, en fait, la province du Québec a été une des premières, je pense, à sortir vraiment un très bon guide sur l'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle. J'en parlais avec une collègue qui justement disait qu'on ne retrouve pas ça dans toutes les provinces, donc bravo, je vous le recommande si vous n'avez pas eu la chance d'y jeter un coup d'œil. Sinon, les référentiels de compétences pour les apprenants, mais aussi pour les enseignants, sont aussi disponibles à l'UNESCO et sont très bien. Euh, mais juste pour donner quelques exemples de ce que veut dire la littératie de l'IA, fondamentalement, je pense que ce sont des connaissances comme par exemple comprendre comment ça marche et comment ça ne marche pas, ce que c'est, ce que ce n'est pas. Je le disais tout à l'heure, il y a le côté bluffant de cette machine parce qu'on a l'impression de dialoguer et ça donne des très belles réponses. Mais c'est important pour nous
et pour nos étudiants de comprendre qu'on parle encore une fois d'imitation. Ce sont des réponses qui sont produites de façon algorithmique. Donc essentiellement, c'est un calcul mathématique à base de probabilité où on essaye essentiellement de faire une version beaucoup plus avancée de ce qu'on a dans nos téléphones quand on tape et on dit c'est quoi le prochain mot possible dans la série. Donc si je dis l'immersion représente une approche, il y a un espèce de calcul ici super simplifié qui va dire bah, le prochain mot, il y a 35% du temps, c'est pédagogique qui suit cette série-là. Donc on va dire l'immersion représente une approche pédagogique. Et les réponses, que ce soit mot par mot ou pixel par pixel ou ligne de code par code, c'est un peu comme ça que ça marche l'intelligence artificielle. Mais c'est plus compliqué parce que en fait, le calcul et le processus algorithmique est tellement complexe qu'il est en fait très opaque. C'est un problème de boîte noire où même les ingénieurs, les concepteurs de ces systèmes ont maintenant de la difficulté à prédire. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas vous dire qu'est-ce que la machine va vous sortir en fonction de la requête. Parce que l'architecture des données et les processus décisionnels internes sont trop complexes pour pouvoir vraiment contrôler ce truc-là. Donc, c'est vraiment une boîte noire. On tire la manette un peu comme une machine à sous et on a une réponse. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure, pardon, même ça, c'est vraiment une version très simplifiée, mais ça montre la complexité de ce qui se passe avec ici. Ça, c'est un réseau de neurones à trois couches avec une entrée et la sortie ici. Et ça, c'est même pas on parle en fait dans la réalité de millions de ces neurones et l'information est transformée en chiffres qui passent à travers tous ces filtres-là pour encore une fois arriver à encore une fois, la réponse la plus probable. Mais il y a de la littératie de l'IA, c'est donc aussi réfléchir à ça et peut-être l'expliquer à nous-mêmes, mais bien sûr à nos étudiants, parce que ça pose des questions fondamentales, comme par exemple, qu'est-ce qu'on perd lorsqu'on privilégie toujours la réponse la plus probable? Quelle place est-ce qu'on donne à la créativité? Quelle place est-ce qu'on perd justement face à la réalité lorsqu'on va vers le statistique plutôt qu'une vision peut-être plus contextuelle, plus reliée à la vérité? Euh, si jamais vous voulez illustrer ça facilement avec vos élèves en salle de classe, il y a un exercice très simple qu'on peut faire, c'est essentiellement de les mettre en cercle et leur dire, OK, on va faire une phrase, mais mot à mot. Moi, je vais commencer. Moi, je dis je crois, et après, je pointe mon doigt à Selma et je dis, tu dis le prochain mot. Elle dit, je crois que prochain étudiant, l'IA et il continue la série. Un outil qui, si on était tous ensemble, je vous le ferais faire maintenant. Mais ce qui arrive, c'est qu'à la fin, on arrive à faire une phrase. Euh, mais si on dit aux étudiants, une fois qu'ils ont fait le petit tour de la salle de classe, alors qu'est-ce qu'on a dit? Bah, très souvent, les élèves vont dire bah, je ne sais pas, je me suis concentré sur mon mot, hein. Et est-ce que vous pouvez répéter la phrase? Et encore une fois, il y en a plusieurs qui ne vont pas pouvoir la répéter. Et encore une fois, c'est parce qu'on a généré la phrase mot à mot et on s'est concentré. Et ceux qui ont généré se sont concentrés seulement sur ce qui venait avant, pas nécessairement sur ce qui venait après, ni même toute la phrase au complet. Et donc, on peut avoir une bonne réponse, mais encore, c'est pas un rapport à la vérité et ça pose des problèmes. Ce que j'aime bien aussi montrer aux élèves, c'est qu'il y a un prix à payer par un système mathématique comme ça, parce qu'on sait que il peut y avoir une littératie de l'intelligence artificielle, mais il y a une littératie de l'humain. Et ce qui fait que notre pensée est différente, c'est que justement qu'on a une compréhension plus globale de qu'est-ce qui se passe, on a une relation au monde, nos données ne sont pas fixées par quelqu'un d'autre, et souvent on privilégie pas toujours la réponse la plus probable, ce qui a de gros avantages. Là, je montre la peinture des Demoiselles d'Avignon de Picasso, un tableau qui est très important dans l'histoire de la peinture car c'était le début de ce qu'on va appeler le cubisme. Mais ce que Picasso a fait avec cette peinture, c'est qu'il a été dans le moins probable. Il a brisé toutes les règles pour produire quelque chose d'inattendu, pour provoquer et bien sûr pour donc innover. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à souligner et je pense à faire savoir à nos étudiants et à comprendre que l'IA va être très puissante, mais elle ne sera pas puissante comme nous. Et au niveau de la pensée critique, de l'innovation, on risque d'attendre encore plusieurs années avant d'arriver à quelque chose que nous pouvons faire.
Et après, il y a les risques, bien sûr. On sait que la boîte noire, elle est problématique non seulement parce qu'on ne sait pas comment ça marche vraiment à l'intérieur, on ne peut pas vraiment prédire ce qui va sortir, mais on a aussi de grosses questions par rapport à qu'est-ce qui a été mis dans la boîte noire. Donc, il y a des questions de violation potentielle d'auteur, parce que les grosses compagnies ont été gobées tout ce qu'il y avait sur l'Internet, mais est-ce qu'ils ont demandé aux artistes de mettre leurs images dans la machine? Pas nécessairement. On sait qu'il y a des biais algorithmiques, c'est-à-dire que les données d'entraînement vont influencer les réponses. Je vais vous donner un exemple concret dans un instant. Et aussi, on sait qu'à chaque fois qu'on travaille avec ces outils, surtout si on travaille avec les versions gratuites, eh ben, on est en train de donner des données à ces compagnies souvent privées, encore une fois, et on ne sait pas toujours clair qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données-là. Souvent, ils vont les utiliser pour améliorer leur algorithme, et donc on est en train de donner des informations à une machine, mais avec des implications assez importantes pour le travail de l'intelligence artificielle avec des mineurs, par exemple, ou dans le contexte de l'éducation. Donc, c'est important de réfléchir à tout cela. Et bien sûr, il y a les fameuses fabulations, les hallucinations, parce que c'est encore du mathématique, parce que on ne sait pas vraiment comment ça marche dans la boîte noire. De temps en temps, la machine veut faire plaisir et va sortir des trucs qui sont tout à fait fous. L'exemple célèbre, c'était lorsque Gemini est sorti, il y avait eu qui avait recommandé qu'il fallait manger des petits cailloux tous les jours parce que c'était bon pour la santé. Donc il va y avoir des réponses complètement farfelues où le système, essentiellement pour des raisons statistiques, qui marchent mathématiquement, mais encore une fois parce que c'est pas, ça ne réfléchit pas, va fournir des trucs qui sont tout à fait faux. Euh, un autre exemple, si vous voulez montrer ou tester ça avec vos collègues d'abord, mais peut-être aussi avec des étudiants, c'est d'illustrer un peu la notion des piliers et des limites avec des tâches où on met un peu en opposition ce que la machine, l'intelligence artificielle peut faire versus ce que nous, en tant qu'humains, on peut faire sans la machine. Souvent, lorsqu'on donne des cours de langue, on doit pratiquer l'expression pour donner l'heure. Il est 3 heures, il est 3h15, il est -10. Divisez votre classe en deux groupes et vous pouvez leur dire, OK, groupe A, vous allez me créer des petites horloges et vous avez le droit d'utiliser l'intelligence artificielle. Vous allez créer une représentation visuelle. Il faut qu'il y ait au moins 5 montres ou horloges et je veux que chacune indique une heure différente. Groupe B, vous allez le faire à l'ancienne. Je vous interdis d'utiliser l'intelligence artificielle. Vous allez le faire avec du papier crayon. Donc, les deux groupes, je vous invite à être créatifs. Vous pouvez varier le style, etc. Et ensuite, on demande aux deux groupes de présenter leurs images. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ensuite faire le retour réflexif sur justement cette différence. Et la confrontation entre ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut faire sans, ça aussi, c'est de la littératie de l'IA parce qu'on est en train de mettre en opposition et de comprendre justement la différence. Mais souvent, ce qu'on va voir, c'est ce type d'effet où on peut avoir le dessin, c'est un petit peu moins beau, un peu moins esthétique selon l'âge des apprenants. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un petit retour réflexif. Ça, c'est une étape super importante. On n'en parle pas assez. On parle beaucoup, encore une fois, de les étudiants qui trichent, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais inciter les étudiants à ensuite se poser des questions une fois qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle peut être très intéressant. Comment les images diffèrent-elles? Lesquelles sont les plus originales ou les plus créatives? Souvent, c'est le dessin qui est plus créatif, justement, parce que les étudiants font des trucs un peu particuliers. Lesquels sont les plus génériques? Souvent, c'est l'IA. Lesquels sont les plus agréables à produire? Ça, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, en fait, vont dire, bah, papier crayon, c'était vraiment marrant, on a pu parler, on a rigolé. Les autres, c'est qu'on fait l'intelligence artificielle, souvent, sont restés un peu, des fois, dans la conversation. Qu'est-ce qu'on met? Quel outil? Donc, ils restent dans le technique. Et lequel respecte le mieux les consignes? Ça, c'est intéressant parce que très souvent, ce qui va se passer, c'est que même si vous mettez produis-moi une image qui montre des montres et des horloges, tous avec des heures différentes sur leur cadran, eh bien, ce que vous allez faire, vous pouvez l'essayer à la maison si vous voulez, c'est probablement produire une image qui va ressembler à ça, et vous allez voir que même si j'ai demandé des montres avec des heures différentes, la vaste majorité de ce qui va être produit, ça va être 10h10. Ce n'est pas des heures différentes. Pourquoi? Eh ben, c'est un effet, justement, encore une fois, du biais algorithmique, c'est-à-dire qu'on voit
l'effet des données d'entraînement. Parce que, encore une fois, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été prendre sur l'Internet, parce que c'était gratuit, toutes les images qu'ils pouvaient trouver. Et ce qu'on retrouve quand on voit des montres et des horloges sur l'Internet, bah, c'est souvent des publicités. Et les publicités, bah, ça fait depuis très longtemps que le monde de la publicité en ce qui concerne les montres a adopté un espèce de code esthétique où on voit 10h10 parce que c'est le V de la victoire, parce qu'on cadre bien ainsi le nom de la compagnie, parce que ça fait un petit sourire. Et donc, ces images-là, même avec une requête bien précise, vont influencer le résultat. Donc, c'est le type de leçon qu'on peut enseigner et qu'il faut réaliser lorsqu'on travaille dans ce domaine-là. Donc, oui, il peut y avoir des bonnes requêtes, mais l'IA peut échouer. Oui, ça peut accélérer les tâches, mais il y a toujours un prix à payer, peut-être au niveau de la créativité, une perte d'appartenance aussi du produit final, parce que c'est pas 100% nous qui l'avons construit. Ce que j'aime bien avec ce type de tâche, c'est qu'on voit beaucoup, beaucoup dans le discours public cette idée de l'IA, l'étudiant tout seul devant son écran, et avec les risques que cela peut apporter, parce qu'il y a encore une fois cette espèce de relation machine-humaine, mais séparée de l'humain, qui est peut-être un peu inquiétante pour nous en tant que pédagogues. Mais là, tout d'un coup, si on les met en groupe avec l'IA, bah, ils vont quand même se parler entre eux, puis il y a des discussions. Donc, on peut utiliser l'idée de rajouter plus de cerveau pour valider et tirer des leçons de ce qui se passe. Donc, bah, c'est une de mes recommandations que je vous ferai aujourd'hui, c'est de penser, si vous allez intégrer l'IA, d'abord le tester vous-même, et au moment où vous allez commencer à l'intégrer dans vos séquences pédagogiques, c'est d'avoir des séquences qui permettent ces confrontations, encore une fois, entre la littératie de l'IA et une littératie de l'humain, ce qui permet de renforcer vraiment des pratiques qui vont être essentielles pour tous, c'est-à-dire la vérification systématique des résultats, surtout si on a besoin d'agir sur ces résultats-là. Et donc, ça veut dire qu'il faut montrer aux étudiants comment servir de ressources humaines et textuelles fiables. Donc, le grand dictionnaire terminologique, savoir à qui parler si on n'est pas certain qu'il y a, si l'IA s'est trompé. Euh, L'alternation entre des tâches langagières effectuées avec l'IA et sans l'IA pour justement créer des moments de contraste et de découverte et garder cette idée de l'humain dans la boucle. J'aime beaucoup la métaphore de l'exosquelette, c'est-à-dire que l'IA, c'est un peu comme un robot, un peu, très très puissant, absolument puissant, on peut faire toutes sortes de choses avec, mais l'exosquelette, il est rien sans la personne à l'intérieur. C'est quand même nous qui sommes responsables pour le diriger, c'est nous qui devons le guider. C'est l'intention et non pas l'outil qui compte. Et donc, il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Et en fait, dans certaines images, moi, je mets l'enseignant à l'extérieur du robot qui aide l'étudiant à apprendre à utiliser ce robot-là. Donc, il y a des risques. Mais il y a aussi, bien sûr, des affordances hyper intéressantes et je vais peut-être terminer un petit peu avec ça. Mais les gros trucs qui ressortent beaucoup dans la recherche, bah, c'est l'idée d'avoir des systèmes d'apprentissage personnalisés et adaptifs. On le sait parce que c'est un robot, parce que c'est justement mathématique, bah, on peut répéter et faire des retours et progresser à son propre rythme. Un peu comme moi, je l'ai fait. Moi, j'ai un souvenir d'enfance. Ceux d'entre vous qui ont un certain âge comme moi vont peut-être se rappeler de cet outil qui était, en français, je pense que ça s'appelait la dictée magique, qui servait à apprendre aux enfants comment épeler des mots avec la petite machine qui disait, voici ta liste de 10 mots, répète après moi, et ensuite il disait le mot, puis il fallait essayer d'épeler le mot, puis on pouvait faire des erreurs. Moi, j'ai grandi à l'île du Prince-Édouard dans une région hyper anglophone, donc j'étais vraiment justement un étudiant en situation d'accueil dans une école qui n'était pas faite pour moi parce que je parlais pas du tout l'anglais au début. Et moi, j'ai beaucoup aimé justement cette idée de rétroaction et de correction automatisée. Autonomie aussi parce que je pouvais le faire quand je voulais. Et aussi, il y a tout le côté affectif de se dire, bah, moi, je suis en train de travailler ça avec quelque chose qui est un petit peu ludique, mais surtout, c'est pas un humain. Donc, je peux le faire aussi souvent que je veux. Je me sens pas stupide si je me trompe la première fois et je me rappelle avoir passé des heures et des heures là-dessus et ça m'a effectivement beaucoup aidé. Et on le sait que ça marche, les dialogueurs et des outils qui renforcent l'autonomie des étudiants. Il y a un effet un peu
affectif qui est très intéressant. Même chose pour la création de simulations d'environnement artificiel. Ça, je vous le prédis, ça va venir de plus en plus, c'est-à-dire de créer des petites simulations où on peut, un peu comme des jeux, rentrer dans un environnement virtuel et il va y avoir des gens avec qui les étudiants vont pouvoir pratiquer leur conversation. Et encore une fois, parce que c'est pas vraiment un humain, parce qu'ils vont pouvoir ajuster le niveau de l'humain, pardon, le niveau du personnage dans le jeu, et ben, ils vont se retrouver dans des situations un peu moins stressantes. Et tout ça, ça a vraiment une incidence intéressante sur l'idée de combattre l'insécurité linguistique, parce qu'on sait que les apprenants souvent ont du mal à utiliser la langue parce qu'ils ont peur de s'en servir avec d'autres, parce qu'ils ont peur de paraître pour quelqu'un qui ne connaît pas son truc. Ça va jouer tout ça. Après, ce qui est intéressant, c'est toute l'idée des affordances pour les enseignants. Encore une fois, on parle beaucoup de ce que les étudiants font avec, mais je pense qu'il y a tout un domaine à explorer sur ce que vous pouvez faire avec pour vous aider à sortir un peu de ce... on sait que c'est une carrière hyper chronophage d'être enseignant. Il y a les corrections, il y a la préparation, il y a tout le travail de répondre aux questions des étudiants. Et là, avec un outil qui permet de traiter justement et de manipuler des textes avec une grande rapidité, il y a des affordances intéressantes, que ce soit la génération d'images, l'élaboration de grilles d'évaluation, convertir des enregistrements en texte dactylographié, adapter des ressources. Je vais donner quelques exemples ici, mais il y a quelque chose de très intéressant qui se passe et on voit justement depuis, je dirais, bah, il y a déjà 2 ans et demi à peu près, il y a certains enseignants qui ont tout de suite commencé à explorer ça, mais je vois de plus en plus des enseignants qui s'en servent pour, entre guillemets, mieux enseigner ou du moins éviter l'épuisement. On sait que surtout dans l'enseignement des langues, c'est une carrière où il y a beaucoup de gens qui quittent la carrière très rapidement et je pense qu'en partie, c'est parce que c'est un travail assez épuisant. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. À la base, une chose que je souligne toujours, c'est l'importance, ça va être l'art de la rédactique. Un mot qui vient du Grand Dictionnaire terminologique du Québec que j'aime beaucoup. C'est la traduction de prompt engineering, mais cette idée de savoir comment préparer une bonne requête avec cette idée que une requête générique va vous donner une réponse générique, alors que ce qu'il faut vraiment faire, c'est être vraiment plus détaillé avec l'idée de donner un profil ou un rôle, tuer un spécialiste de la pédagogie, définir précisément la tâche, le contexte, le format, donner des exemples. Tout ça va permettre de produire des réponses beaucoup plus intéressantes. Je sais qu'il y a de plus en plus aussi de conseils scolaires qui donnent accès à des compagnies privées comme Brisk ou Magic School Bus qui vont faire beaucoup des choses qu'on peut faire avec les outils nous-mêmes. Mais moi, je suis de ceux enfin, j'aime pouvoir être un peu en contrôle du truc et donc j'aime travailler les requêtes et c'est un conseil que je vous donnerais, c'est justement d'essayer d'améliorer votre rédactique. Ça veut dire tester différents critères, différentes rédactifs, garder les meilleurs, partagez-les entre vous. Les petits détails vont faire une différence et après, c'est tester et affiner les instructions jusqu'à arriver à quelque chose qui va réussir en fonction de ce que vous voulez essayer de faire. Et c'est vrai que les versions payantes sont souvent celles qui vont produire de meilleurs résultats, mais même les versions gratuites s'améliorent de plus en plus. Donc, ce qu'il faut pas, juste pour donner un exemple, ce qui est pas bon, c'est de dire par exemple, explique-moi les temps en français. Ce qu'il faut, c'est quelque chose de beaucoup plus détaillé. C'est quoi les Français du Canada? Encore une fois, requête générique, ça va donner une réponse générique. Ce qui est mieux, c'est de dire, en tant qu'élève de 6e année, je dois trouver des exemples de différentes variétés du français parlé au Canada. Peux-tu m'aider à identifier quelques particularités du français québécois, acadien et métropolitain, etc., etc. Encore une fois, on voit pourquoi je pense que c'est les enseignants qui ont peut-être le plus à gagner parce que produire ces requêtes, c'est un travail linguistique important en soi. Donc, encore une fois, il faut avoir une certaine expertise. Mais une fois qu'on a développé les requêtes, on peut ensuite les partager avec nos étudiants aussi pour les aider à eux aussi bien adapter, bien utiliser et atteindre leurs objectifs. Et là, voici par exemple un exemple d'une requête plus détaillée pour, par exemple, corriger un texte où je vais donner un rôle, tu es un expert en enseignement du français langue seconde, tu as une maîtrise approfondie du système linguistique, blablabla.
analyse attentivement le texte ci-dessous. Par la suite, je veux que tu fasses un tableau qui inclut comme colonne l'extrait du texte original, une explication claire et concise du problème identifié, une question guidant vers une révision possible, et finalement la proposition d'une version corrigée. Assure-toi d'apporter des corrections précises et justifiées. Donc, encore une fois, toute la valeur de copier ce truc-là, de le garder, parce que retaper ça à chaque fois, ça ne marcherait pas. Mais une fois qu'on a la bonne requête, eh ben, ça marche quand même assez bien. Donc, ça va. Et il y a beaucoup d'étudiants, par exemple, qui ne savent pas qu'on peut demander à l'outil de créer des tableaux. Et les tableaux peuvent être une très belle façon d'organiser les informations qui vont ensuite être produites par l'intelligence artificielle pour nous en tant que... Je peux lui demander de mettre les choses en gras aussi, par exemple, ça c'est super utile. Et en tant qu'enseignant, pour m'aider à préparer une leçon, par exemple, ça peut être super intéressant de voir, OK, ça c'était ce que l'élève avait mis, ça c'est l'explication du problème, voici une question qui pourrait aider à guider l'élève vers une réponse, voici la correction possible. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc, ça peut permettre des retours organisés. Là, un détail important, puisqu'on parle d'éthique, il ne faut pas mettre dans les outils d'intelligence artificielle qui sont publics ou qui ne sont pas contrôlés par un conseil scolaire, les travaux des étudiants. Parce qu'en fait, le travail de l'étudiant appartient à l'étudiant, c'est sa propriété intellectuelle. Et justement, comme on sait que les grandes compagnies privées prennent ces données-là et on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec, c'est pas très éthique de mettre ces textes-là sans leur permission. Donc, je le ferai pas avec des textes produits par les étudiants. Mais je pourrais le faire avec un texte que moi-même j'ai produit, où je pourrais montrer aux étudiants que ça intéresse la requête pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes à la maison et s'offrir une rétroaction un petit peu plus détaillée, surtout pour ceux qui sont des apprenants qui vivent ou dans des régions anglophones ou alors qui ont des parents immigrants ou qui ne parlent pas le français. Et donc, ça, c'est difficile quand il est 6 heures du soir, je ne suis pas à l'école, je ne peux pas parler à mon enseignante et j'ai besoin d'aide avec mon français. Bah, une requête comme ça pourrait être très, très utile. D'autres possibilités, je vais sauter un petit peu pour aller ici. En tant qu'enseignant, ce qui est bien, on parle beaucoup de ces outils pour générer du texte, et c'est ce qui souvent inquiète, mais une des fonctions qui est peut-être moins abordée, mais qui est très puissante en tant qu'éducateur, c'est pas vraiment générer un texte. On peut avoir un texte qu'on va donner à la machine. Encore une fois, il faudrait que ça soit un texte qui vient d'une source publique pour pas qu'on soit en train de mettre quelque chose qui ne nous appartienne pas, mais de faire ensuite des analyses. Donc, si je suis professeur de français ou je travaille avec un nouvel arrivant qui va avoir peut-être de la difficulté à lire un texte scientifique comme celui-ci, bah, je peux me préparer à ma leçon en amont en me disant, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour analyser le texte. Mets en rouge tous les verbes dans le texte qui suit. Ça va faire ce travail-là assez bien en réalité. Encore une fois, il va toujours falloir valider par la suite, mais ça marche. Je peux aller plus loin et lui dire, bah, fais-moi un lexique à partir du texte, encore une fois avec une requête bien détaillée, et ça va me fournir le petit lexique, il va me dire, il va ressortir tous les mots scientifiques, sublimation, étayage mécanique, et va me donner une définition simple. Ça peut être très intéressant. Ça peut me faire une identification, une classification des verbes. Donc, ça va me dire, ah, bah, tous les verbes ici, c'est tout le temps du présent. C'est intéressant parce que ça reflète ça, c'est peut-être plus pour au niveau du secondaire, mais on peut parler du présent générique qui sert souvent à exprimer des faits scientifiques constants. Et donc, ça peut être bien, encore une fois, avec le tableau, de pouvoir montrer ça aux étudiants. La génération d'images pour des fois illustrer des trucs qui sont un petit peu complexes. En français, le verbe pronominal réfléchi avec une phrase qui vient du texte authentique, le glacier se déforme en fondant. Là, j'ai utilisé ChatGPT pour lui dire, bah, produis-moi une image qui montre un glacier qui est en train de fondre, mais qui se voit dans un miroir pour lui montrer que c'est une action qui est subie et qui peut être subie par un objet inanimé. C'est souvent ça qui est difficile à comprendre avec le français des fois. Donc, il y a une personnification, mais ce genre d'image-là peut des fois aider l'étudiant à se rappeler d'éléments linguistiques que l'on est en train de souligner.
Et après, le travail le plus difficile, souvent pour nous en tant qu'éducateurs, c'est qu'on prépare nos leçons et le matériel qu'on utilise, on veut qu'il soit authentique, on veut qu'il soit à jour et on veut qu'il parle de choses courantes. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire, bah, j'ai un texte de Radio-Canada ici sur l'utilisation de l'IA dans les régions touristiques et est-ce qu'on peut l'adapter et identifier le palier, par exemple? On a les paliers pour l'évaluation du français. Et là, ce que je peux faire, c'est dire, bah, écoute, positionne-toi comme un expert en analyse de texte et en reformulation pédagogique. Prends compte des paliers de lecture qui suivent. Donc, j'ai pris le PDF, qui est quand même un document public, et j'ai pris cette page-là et je l'ai insérée. Et je lui dis, ensuite, attends mes instructions. Ensuite, en tenant compte des paliers partagés, à quel palier se trouve ce texte? Explique l'analyse en faisant référence au document. Et encore une fois, ça marche quand même assez bien. Il va me dire, par exemple, voici le texte. Là, j'ai copié le texte de Radio-Canada, donc ça va, c'est public, mais ça va me donner ensuite une analyse où il va me dire que c'est essentiellement, il va me dire que c'est palier 5 en fait, c'est un peu trop difficile. Donc, je peux lui dire, bah, moi, en fait, je travaille avec des étudiants qui sont en palier 2. Donc, ajuste le texte suivant en tenant compte des paliers quand il est partagé plus haut. Je veux que le texte soit accessible pour le palier numéro 2. Crée un tableur qui montre le texte original et ensuite le nouveau texte. Et ensuite, dans une dernière colonne, explique chaque changement et pourquoi tu as fait les changements. Là, encore une fois, c'est plus pour moi. C'est en tant qu'enseignant que j'utilise l'outil. Mais ce que ça va faire, c'est effectivement, ça va produire un très beau tableur où je vois le texte original, le texte simplifié et l'explication. Et effectivement, il va dire, par exemple, il va se débarrasser des expressions idiomatiques. Par exemple, il faut suivre la parade, le génie est sorti de la bouteille, on ne pourra pas revenir comme avant, déclare. Ça, c'est un individu qui travaille en tourisme, encore une fois, qui parle de l'émergence de l'IA. Et là, l'intelligence artificielle recommande, il faut s'adapter, on ne peut pas revenir en arrière. Il a supprimé les images idiomatiques, suivre la parade, génie sorti, deux phrases simples ont été utilisées. Et on peut même dire, ouais, c'est quoi les points langagiers? Ben, l'expression revenir en arrière, qui pourrait être le point sur lequel je peux me concentrer. Après, c'est à moi, bien sûr, d'ajuster, d'adapter, de réviser, mais c'est une façon intéressante de prendre du texte authentique et de l'adapter. C'est quelque chose qu'on a toujours fait, mais ça peut aller beaucoup plus rapidement, ce qui nous permet peut-être de rester à jour et d'ajuster nos leçons avec des textes qui sont réellement à la fine pointe de ce qui est à lieu en ce moment et qui est peut-être intéressant. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Après, on peut aussi poser il y a beaucoup de recherches qui montrent que l'IA est très bonne pour créer des questions de compréhension de lecture. On peut lui demander est-ce qu'il y a des particularités grammaticales dans le texte qui peut être intéressantes à souligner. J'aurais pu lui donner justement les paliers d'écriture et lui dire en fonction des paliers, qu'est-ce que tu proposes. Je dois rester encore une fois, c'est moi dans le robot, donc c'est mon cerveau qui doit comprendre ce qui va être la réponse que je recherche et qui doit l'analyser, mais c'est intéressant. Quelques autres exemples, on peut utiliser l'IA pour aider les apprenants à choisir et à identifier des autres contextes, des ressources authentiques. On sait souvent qu'on veut que les étudiants sortent de notre salle de classe et on leur dit, maintenant je veux que tu écoutes la télévision, écoute la radio, regarde des films en français, lis des films en français. Mais c'est pas toujours facile parce il y a le principe boucle d'or. Il ne faut pas que ça soit trop difficile parce que ça devient trop difficile, ça devient frustrant. Trop facile, c'est ennuyeux. Il faut juste ce qu'il faut. Et là, ce que j'ai proposé dans un article qui va sortir bientôt dans le journal de l'ACPI, c'est des requêtes comme celle-ci. On dit, bah, écoute, imagine que tu es un libraire francophone, expert en, je sais que mes étudiants aiment les bandes dessinées, tu maîtrises l'ensemble des publications francophones et plus particulièrement celles issues du Canada. Je donne des informations sur le niveau de difficulté que je veux pour mes apprenants. Propose-moi des bandes dessinées québécoises humoristiques. Je sais que mon étudiant aime le camping à l'aventure, alors j'ai rajouté ça. Prends ton temps, recommande des albums. Et ça marche, encore une fois, assez bien. Et dans ce cas-ci, il va me recommander Magasin Général et Paul à la campagne. Deux très bonnes recommandations et vous allez voir qu'il explique un petit peu le pourquoi de sa recommandation. Donc, ça peut être très utile pour les étudiants. Encore une fois, parce que c'est l'intelligence artificielle et il y a toujours le risque
de fabulation, comme par exemple, il va me recommander les dragouilles jaunes. Les dragouilles jaunes, en fait, ça existe les dragouilles, mais il dit que les dragouilles jaunes, c'est le tome où ces petits personnages rigolos qui sont des pommes de terre visitent Montréal, c'est le tome 9, mais c'est pas vrai, c'est le dragouille bleu, tome 3. Mais ce que je peux faire, c'est plus utiliser comme une boussole où ça va m'orienter. Moi, je connaissais pas du tout les dragouilles. Et c'est l'intelligence artificielle qui a réussi à me mettre un peu sur la piste des dragouilles. Et là, j'ai découvert qu'il y a cette bande dessinée euh, produite au Québec qui ulisse les aventures de ces petits personnages rigolos et dans ce cas-ci, dans le contexte de Montréal. Donc, ça peut être une belle exploration de la culture de la ville de Montréal grâce à cet album qui est découvert. Et même chose pour Paul à la campagne, l'œuvre de Michel Rabelais-Ghiatti qui est géniale avec des repères culturels, historiques du Québec, peut-être plus pour les ados que pour les petits jeunes, mais c'est intéressant. Finalement, un dernier, c'est juste pour, et après parce que je veux m'assurer de laisser du temps pour les questions. Moi, je suis très intéressé parce que ça peut faire pour les transferts plurilingues. Donc, avec une requête comme celle-ci, on dit, imagine que tu es un professeur expert, 40 ans d'expérience, tu connais tout sur la didactique des langues. J'ai dans ma classe un étudiant qui parle le japonais en 5e année. J'aimerais, propose-moi une façon simple, claire et détaillée en français d'expliquer le passé composé en faisant des liens entre les systèmes linguistiques du français et du japonais. Parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, elle est plurilingue et elle est peut-être plus forte dans les grandes langues dominantes, parce qu'encore une fois, c'est un effet des données qui lui ont été données dans son entraînement. Mais on peut lui dire, écoute, je vais lire le conte de fées Cendrillon, utilise des illustrations du conte pour expliquer le passé composé. Et là, je peux vous dire que ça marche quand même assez bien. J'ai un avantage parce que j'ai étudié et j'ai travaillé au Japon, donc je peux valider ceci, il faudra toujours valider, mais je suis capable ici de faire un espèce de comparatif entre la langue de mon étudiant et la langue cible que je suis en train de travailler avec lui, ce qui peut être super utile de savoir, par exemple, qu'il ne va pas y avoir d'auxiliaire en japonais. Alors, je sais que ça va être quelque chose sur lequel il va falloir qu'on se concentre, mais je peux lui dire, écoute, en japonais, ça se fait comme ça, mais en français, ça va être comme ça. Donc, on peut faire des ponts interlinguistiques qui peuvent aider dans la pédagogie de l'apprentissage. Donc, tout ça pour conclure, c'est pas parfait, c'est très puissant et justement parce que c'est puissant, c'est un petit peu dangereux, il faut être super vigilant, mais bon, c'est puissant dans les deux sens. On peut faire des choses super bien, tout comme on peut faire des choses super pas bien. Mais indéniablement, ça va transformer notre travail, ça va transformer la vie de nos étudiants aussi. Donc, je pense que c'est à nous vraiment d'être responsables de ça. En même temps, il y a des trucs là-dedans qui sont pas nouveaux. Il y a des principes fondamentaux qui peuvent être recréés et de façon peut-être un petit peu automatisée, mais l'apprentissage par le dialogue, la simulation, rétroaction et personnalisée et immédiate, matériel et progression adaptés, relations apprenant, expertise qui encourage et réduit les sentiments d'insécurité linguistique. Tout ça, ce sont des grands principes qu'on connaît déjà depuis longtemps et où la machine va quand même être utile, à mon avis. Et moi, ma conviction profonde, c'est que nos étudiants et nous-mêmes avons tout à perdre, vraiment tout à perdre, si ce n'est pas nous, en tant qu'experts du français, de l'enseignement du français, ne participons pas activement aux recherches et aux conversations qui se déroulent. J'ai l'impression que notre voix n'est pas encore assez justement entendue. Et pourtant, on est sur les premières lignes, c'est nous qui travaillons avec les étudiants, c'est nous qui pouvons faire les expérimentations. Je suis tout à fait d'accord avec Baker qui dit que l'intelligence, elle n'est pas vraiment dans la machine, elle est chez nous, chez les enseignants. Et je suis de l'avis que ce n'est pas aux compagnies privées de nous dire comment on devrait utiliser ces outils. C'est à nous de développer ces expertises en prenant compte de vos expériences et celles des étudiants. Et si vous êtes là aujourd'hui, je vous félicite parce que vous êtes justement en train de faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire se renseigner pour que justement vous puissiez, je l'espère, bien surfer cette vague qui arrive, qu'on le veuille ou pas. Donc, merci beaucoup. Je vous invite à me poser des questions et à continuer la conversation. Je sais que c'est très court, on a juste 1 heure aujourd'hui, mais je suis très, comme vous l'avez entendu, très intéressé à faire valoir la voix des étudiants. Donc, si vous voulez continuer la conversation, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Et je vais arrêter le partage pour pouvoir peut-être voir les gens.
en revenant ici. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les exemples concrets. C'était très intéressant de voir comment on pouvait les appliquer. Je vais arrêter l'enregistrement afin de permettre aux gens de poser leurs questions.